À peine investi le 24 mai dernier, le président Romuald Wadani a engagé une intense activité diplomatique. En quelques semaines, il a effectué plusieurs déplacements dans la sous-région et rencontré de nombreux chefs d'État. Ces visites interviennent dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, des enjeux d'intégration économique, la recherche de nouveaux investissements et la nécessité de renforcer la coopération entre les États ouest-africains. Mais au-delà des images protocolaires et des poignées de main, une question mérite d'être posée. Quels sont les véritables objectifs de cette offensive diplomatique? Ces rencontres permettront-elles d'attirer davantage d'investissements, de consolider la sécurité, de dynamiser les échanges économiques et d'améliorer les conditions de vie des Béninois? Ou faudra-t-il attendre encore avant d'en mesurer les retombées concrètes? Pour répondre à ces différentes interrogations, je reçois pour vous Richard Okey, journaliste, analyste politique. Richard, merci d'être présent. Merci, mes chers confrères. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ça fait un bon moment que je piaffais d'impatience de vous retrouver et c'est un honneur pour moi d'être là. Merci. Alors, avec lui, nous allons échanger autour du thème « La diplomatie offensive de Romuald Wadani ». Quel enjeu et quel bénéfice pour les Béninois? Mesdames et messieurs, vous êtes sur BLTV et après le jingle, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission. Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers confrères, merci d'être présents et merci de répondre à notre invitation ce soir. Alors, dites-moi, depuis son investiture, le président Romuald Wadani multiplie les déplacements dans la sous-région. Que pensez-vous de cette, je dirais, de ce bal diplomatique ou de cette cadence diplomatique? Quel est votre regard par rapport à ces sorties du président Romuald Wadani à peine investi? Alors, pour répondre à cette question, oui, il faut d'abord situer le contexte dans lequel le président Romuald Wadani s'installe au palais de la Marina. Le président Wadani arrive à un moment où nous avons dans la sous-région une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est la création de l'AES, cette alliance-là de 3 États ouest-africains. On n'avait pas l'habitude de fréquenter ces États-là comme étant de l'AES. Ce sont des États qui se retrouvaient au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la première nouveauté au sein de la communauté ouest-africaine, c'est la présence de 3 pays qui se réclament aujourd'hui de l'AES. C'est le premier élément qu'il ne faut pas perdre de vue. L'autre chose qu'il faut également voir de très près, c'est que avant son arrivée, son prédécesseur Patrice Talon n'a pas forcément eu de très bonnes relations avec certains pays de la sous-région. Ce qui a fait que vous avez constaté que plusieurs présidents de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas souhaité effectuer des déplacements sur Cotonou, par exemple, et vice-versa. Et pour illustrer mes propos, je pourrais citer le cas du Togolais, qui est juste à côté de nous, et qui a choisi de prendre plus ou moins ses distances avec l'ex-président béninois Patrice Talon. Alors, lorsque vous venez dans ce contexte-là, à la tête du Bénin, on n'a pas besoin d'être diplômé d'une grande école d'administration ou de diplomatie au plan international pour comprendre qu'il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller vers ses amis, ses partenaires et aussi ses acteurs. Ses homologues aussi. Ses homologues, bien sûr, oui, et ces acteurs-là politiques de la sous-région. Je pense que c'est ce que le président Wadani a décidé de faire depuis son installation. Quand vous venez, et nous sommes en Afrique, vous le savez, quand vous intégrez une concession, une cour commune, il est indiqué que vous fassiez la démarche qui s'y est en allant au moins faire vos civilités
à tous ceux qui étaient dans la maison avant vous. Ça. Je pense que c'est aussi une manière de se présenter à ses homologues, de prendre langue avec ces homologues-là. C'est une forme de rencontre, de prise de contact pour que dorénavant, les relations avec le Bénin, les relations de ces pays-là avec notre pays puissent être des relations plus cordiales et plus conviviales. Donc c'est sous cet angle-là que moi je vois ce balai diplomatique du chef de l'État. Et surtout, n'oublions pas que la tradition béninoise a toujours voulu que lorsque un chef d'État s'installe à la tête du pays, que son premier déplacement soit orienté vers notre grand voisin de l'Est, à savoir le Nigeria. Je pense que le président Wadayi a respecté cette accoutumance diplomatique en effectuant le déplacement sur le Nigeria où il a rencontré son homologue Bola Ahmed Tinubu. Et vous avez vu la suite avec les autres pays, aussi bien de la CEDEAO que de l'AES. Je suis convaincu que le président Wadayi ira au-delà même de l'AES et de la CEDEAO parce que nous appartenons à un continent, nous appartenons à un monde et il est toujours aujourd'hui impératif et souhaitable que les relations avec les autres pays soient des relations conviviales et fraternelles. Quelles sont aujourd'hui pour vous les priorités diplomatiques du Bénin? Est-ce des priorités sécuritaires, économiques, commerciales ou intégration régionale? Quelle est selon vous cette part, quelle est la part la plus importante dans tout ce que je viens d'évoquer avec ces différents déplacements du président? Alors avant 2016, c'est-à-dire avant la prise de pouvoir de son prédécesseur, beaucoup de Béninois comme moi n'ont jamais entendu parler du terrorisme. En effet. Ou du moins l'ont entendu parler de façon furtive sur les écrans des télévisions ou des smartphones, etc. Aujourd'hui, c'est une réalité que nous vivons, que nous constatons et que nous touchons du doigt, tout au moins dans la partie septentrionale de notre pays. Je pense qu'on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler d'intégration sous-régionale dans une ambiance d'insécurité. C'est pour cela que je pense que la priorité, en tout cas, les déplacements au niveau des pays limitrophes de notre pays, le Bénin, la priorité, d'abord, c'est la sécurité. La sécurité parce que tous ces pays-là sont secoués aujourd'hui par le terrorisme, par la PEC djihadiste. Et aujourd'hui, malheureusement, on confond tout. On confond tout parce que il y a des hors-la-loi qui parfois se permettent de poser des actes répréhensibles et on a tout fait de les confondre ou de les assimiler au terrorisme. Il faut faire l'effort de faire la démarcation entre ces deux concepts-là pour pouvoir savoir comment tirer le bon grain de livret. Alors concrètement, je pense que la priorité, c'est d'abord la sécurité. Parce que vous avez beau construire les meilleures infrastructures du monde, vous avez beau créer de l'emploi dans le pays, vous avez beau activer les leviers économiques dans notre pays, si les Béninois, les 14 millions environ que nous sommes, vivons dans l'insécurité, c'est peine perdue. Donc il est très important que ce facteur-là soit un facteur prépondérant. Donc moi je pense que le président Wadayi n'a pas manqué. Nous ne sommes pas dans les couloirs diplomatiques, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis convaincu que ce phénomène-là a été le plat de résistance entre les différents chefs d'État, notamment ceux de l'AES, à savoir le Niger et surtout le Burkina Faso, qui sont des pays mitoyens, des pays limitrophes de notre pays. Et il est important qu'il y ait une collaboration entre ces différents pays-là, ne serait-ce qu'en termes de partage d'informations et de renseignements pour lutter efficacement contre le terrorisme. Sinon, si chacun tente de se recroqueviller sur lui-même pour penser lutter efficacement contre l'insécurité, contre le terrorisme, je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Même les plus grands pays du monde, les pays les plus développés, ne se permettent pas aujourd'hui de vivre en autarcie. Vous allez voir que l'Union européenne, par exemple,
joue sur ce levier-là, continue par partager les informations, par travailler ensemble afin de pouvoir juguler, à défaut de neutraliser complètement l'insécurité, au moins de la freiner. Alors, au-delà du volet sécuritaire, est-ce qu'il n'y a pas un autre volet qui est aussi déterminant pour le Bénin, compte tenu le Bénin aujourd'hui est en plein essor. Est-ce que ne pensez-vous pas que l'aspect investissement aussi est un volet important, peut-être c'est dans les raisons aussi ont poussé peut-être le président à toucher peut-être ces autres, parce que, reconnaissons-le, c'est vrai, au-delà du volet sécuritaire qui concerne, je dirais, nos pays limitrophes. Il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé également aussi au Sénégal et aussi récemment en Mauritanie. En Mauritanie, très bien. Alors, parlant de ces pays qui sont un peu plus, je dirais, un peu plus loin, pas si loin que ça quand même, de notre État, est-ce que c'est toujours le volet sécuritaire qui a motivé ces déplacements-là ou parmi ces éléments-là, il y a aussi un autre aspect que le président a évoqué parmi ces différentes... comment dirais-je, les échanges qu'il a eu avec les présidents? Absolument, absolument, parce que Romial Wadayi a hérité d'un pays essentiellement basé sur le fisc. Il est très difficile aujourd'hui, avec les exigences de plus en plus croissantes des populations, de baser l'économie d'un pays sur les recettes douanières, par exemple, sur globalement les recettes fiscales. C'est très difficile. Mais puisque on n'a pas choisi là où le Bénin se situe aujourd'hui, en attendant d'avoir des ressources minières comme beaucoup d'autres pays et d'en jouir convenablement, il est important... Si on en avait. Oui, si on en avait, parce que, bon, c'est vrai que beaucoup estiment qu'on ne peut pas être... près du Nigeria voisin, avec toute cette richesse-là, sans avoir quelque chose quand même dans notre sous-sol. En effet. Mais ça, on attend de voir ce que cela va donner dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, son prédécesseur a mis là-bas à un niveau où il ne peut pas se permettre de ne pas aller un peu plus loin. Le président Wadayi doit marquer les esprits à travers ses réalisations aussi. On ne peut pas faire ces réalisations-là sans avoir les ressources, sans avoir les moyens. Vous savez très bien que la fermeture de la frontière bénino-nigérienne, quels que soient les arguties ou les arguments qu'on donne, a pénalisé le port autonome de Cotonou. En effet. Et le port autonome de Cotonou est le poumon de l'économie béninoise. Il est important donc qu'au niveau de cette frontière-là, quelque chose soit réalisé pour que le flux financier, que les transactions entre ces deux pays-là apportaient à notre pays, pour que ces flux-là puissent profiter à l'ensemble des Béninois. Parce que un gros porteur qui quitte le port autonome de Cotonou, ça apporte également beaucoup dans la caisse de l'État. D'accord? Il y a le cordon douanier, il y a les ponts péages, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les bonnes dames qui vendent au bord des voies, qui profitent également pour faire tourner l'économie de ce pays-là. Donc, pour quelqu'un qui est issu du monde financier, il ne peut pas ne pas regarder cet aspect-là. On ne peut pas se contenter des impôts, des taxes qu'on paye ici et là pour penser aller au-delà de ce que le président Patrice Talon a fait. Donc, il faut aller vers d'autres partenaires. Il faut aller négocier d'autres accords avec ces pays-là pour voir, dans la mesure du possible, si le Bénin pourrait gagner également de ce côté-là. Donc, à l'interne, il faut assainir les finances, c'est vrai, mais le président Wadayi ne peut pas se permettre de se contenter exclusivement et essentiellement des ressources au plan national. Il faut aller au-delà des frontières pour négocier d'autres accords afin qu'il dispose de beaucoup de moyens pour pouvoir accomplir le projet de société qu'il a présenté aux Béninois lors de sa campagne. Il y a des choses qui ont commencé par se faire dans notre pays. Et pour pérenniser ces actions-là, il faut bien avoir les moyens. Et les moyens, ça ne tombe pas du ciel. Vous le savez, il faut aller les chercher. On a beaucoup reproché au président Patrice Talon de ne pas trop voyager pendant ces 10 ans. Je pense qu'il y a une démarcation avec son prédécesseur. Lui, il bouge beaucoup. Il va vers les autres. Il échange avec eux. On attend de voir si, dans les prochains mois, les prochaines années, on va lui retourner l'ascenseur.
Parce que c'est bien beau d'aller vers les autres, mais encore faudra-t-il que les autres aussi pensent à vous et viennent vers vous. Ça fortifie et consolide les relations bilatérales et ça fait en sorte que, au-delà des divergences et des rivalités qu'on peut avoir entre plusieurs pays, qu'au moins l'essentiel soit sauvegardé. Et l'essentiel ici, c'est le bien-être des populations. Très bien. L'essentiel, c'est le bien des populations. Et parlant de ça, vous avez tout à l'heure évoqué la relation avec le Niger où, récemment, nous avons vu, après la venue lors de l'investiture du président Ouadani, du Premier ministre nigérien avec une délégation, et cela a enchaîné avec une commission pour analyser l'ouverture de la frontière. Alors, aujourd'hui, après les échanges et autres, on a constaté un silence. Alors, pour vous, est-ce que ce silence, je dirais, est sur la bonne voie, est un silence qui augure de bonnes choses ou un silence qui annonce un blocage? Parce que depuis la fin des échanges, on ne sent encore rien, mais on se demande qu'est-ce qui se passe pour que la frontière soit finalement ouverte. Parce qu'on a parlé de 15 jours après les discussions, mais jusque-là, c'est un silence plat. Comment analysez-vous ce silence actuel? Je comprends en tant que citoyen béninois que l'attente est de plus en plus longue. Mais dans le même temps, vous savez très bien que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. En effet. Ce n'est pas parce que les deux pays ou les deux délégations ne montent pas constamment au créneau pour parler que des choses ne se passent pas. Je suis convaincu que les deux chefs d'État, donc les deux pays, continuent pas à se parler. Alors, vous demandez si ça augure d'un lendemain meilleur. Ma réponse est oui. Oui, parce qu'il y a quelques mois, quelques années, on n'avait pas vu cette délégation de haut niveau aller de part et d'autre des deux frontières. C'est déjà quelque chose de fondamental à saluer et à encourager. Parce que les divergences ne peuvent pas se régler lorsque chaque autorité reste campée sur sa position et reste entre les couloirs ou les murs de son palais. Il faut bien se déplacer pour échanger afin d'évacuer les points de discorde et les divergences. Aujourd'hui, je suis sûr que les deux pays ou les deux chefs d'État tout au moins continuent à se parler. Maintenant, lorsqu'on a fait bientôt 3 ans, parce que c'est à la fin de ce mois de juillet que nous allons malheureusement célébrer les 3 ans de fermeture de la frontière entre ces deux pays, puisque le putsch du côté de Niamey, qui est l'élément déclencheur de la fermeture de cette frontière-là, relève, je crois, entre le 26 et le 27 juillet. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que les Béninois qui ont l'habitude de passer d'un côté de la frontière à l'autre et les Nigériens qui faisaient de même s'impatientent. Et c'est normal, parce que vous savez très bien que les liens séculaires entre nos deux pays font qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre des barrières, des goulots d'étranglement. On a patienté plus de 2 ans et demi. Je pense que nous allons encore patienter, je le souhaite vivement, quelques semaines pour voir le bout du tunnel. Et le bout du tunnel ne fera que du bien aux deux pays. Très bien. Le bout du tunnel ne fera que du bien aux deux pays. Alors, revenons un peu au terrorisme qui sévit dans la sous-région et parlons du Burkina et du Niger qui sont nos deux pays frontaliers. Alors, ne pensez-vous pas que, au-delà de cette distance, d'accord, au niveau des autorités qui, au fur et à mesure, est en train de s'améliorer, la coopération militaire qu'a souhaité le Niger, ne pensez-vous pas que cela pourrait être tissé avec le Burkina, même si ces deux pays sont dans l'AES, et si une fois que le Bénin est avec le Niger, peut-être que c'est dans la même dynamique qu'avec le Burkina. La proposition nigérienne est une proposition salutaire. Salutaire en ce sens que lorsque vous souffrez du même mal, il est important que vous mutualisez vos efforts. Mutualiser les efforts pour pouvoir combattre ce mal-là. Le mal ici, il est connu, il est identifié. Les moyens pour combattre ce mal-là sont également connus. Il revient maintenant aux autorités de ces différents pays de s'asseoir
je pense qu'elles ont commencé déjà par s'asseoir et échanger, définir le cadre institutionnel et juridique dans lequel cette collaboration-là va se faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça au pifomètre du jour au lendemain. Vous savez très bien que lorsque quelqu'un a perdu confiance en vous pendant plusieurs années, pour rétablir cette confiance-là, il faut mettre un peu de temps. Je pense que la confiance va se rétablir. Étant entendu que ce n'est pas le même personnage qui est en face. Aujourd'hui, c'est une autre personnalité, une autre dynamique, un autre état d'esprit. Et je suis convaincu qu'avec cet état d'esprit-là, les choses iraient très mieux. Maintenant, pour réussir à donner du fil à retordre à l'insécurité dont vous avez fait cas tout à l'heure dans votre question, il faut absolument le partage de renseignements. Parce que ces individus armés non identifiés... Je crois même que ça a été une des conditions posées par absolument, le Niger lors des échanges. Absolument. Ces individus armés non identifiés passent d'une frontière à une autre. Vous savez très bien que nous avons malheureusement, 65 ans après nos indépendances, plus de 65 ans même pour certains pays, encore des frontières poreuses, totalement poreuses. Il y a des pays au monde où on ne traverse pas comme ça, avec parfois des outils, des engins prohibés. Aujourd'hui, nos frontières restent et demeurent prohibées. Nous partageons des dizaines de kilomètres avec le Niger. Nous partageons des dizaines de kilomètres avec le Burkina voisin. Quel est le contrôle qui se fait au niveau de ces différentes frontières? Si les hors-la-loi arrivent à traverser ou à perpétrer des actes répréhensibles et ignobles dans un pays et ont le temps de traverser la frontière pour aller se cacher dans un autre pays, il faut bien que les autorités du pays où l'acte a été perpétré puissent informer leurs homologues afin que de l'autre côté, des mesures hardies soient prises pour les neutraliser. Donc je pense que dans ce sens, c'est une très bonne chose. Il faut qu'il y ait un accord pour permettre aux deux pays, sinon aux trois pays, parce qu'on parle du Niger, du Burkina et du Bénin. On devrait même aller au-delà, parce que le grand voisin de l'Est est là, et même le Togo à côté. Pourquoi ne pas proposer un accord de défense entre ces 4 ou 5 pays et travailler pour faire de cet accord-là une réalité sur le terrain? Je suis convaincu alors, si cette question, je rebondis automatiquement, est-ce que cette force en attente dont on avait parlé entre-temps, avec, comment dirais-je, les déplacements du président actuel, je parlais du président Romuald Wadani, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger, un peu partout, est-ce que, selon vous, cette question ne pourrait pas être remise ou bien ne serait pas parmi les échanges entre ces chefs d'État-là pour qu'effectivement cette force en attente soit activée pour sécuriser les frontières dans parlant un peu de nos pays en difficulté actuellement? La force en attente a été portée sur les fonds baptismaux sous l'égide de la CEDEAO. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les 3 pays de l'AES ne sont pas en odeur de sainteté avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette force en attente, à mon avis, est caduque. Il faut lui donner d'autres attributions, une autre dénomination. Et la dénomination va intégrer les autres pays de l'AES qui nous entourent. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes de l'AES que je suis de la CEDEAO qu'on va cesser d'échanger, qu'on va cesser de se parler, qu'on va cesser de collaborer et de partager certaines informations. Donc, je suis convaincu que cette force d'attente dont vous avez parlé tout à l'heure ne peut plus être la même pour combattre ce phénomène-là. J'ai envie de dire ce fléau qu'est le terrorisme dans la sous-région. Mais elle doit être redimensionnée, elle doit être reprogrammée et elle doit forcément intégrer les autres forces de l'AES afin que la lutte soit commune et qu'elle soit collégiale. Et c'est ce que je disais d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas parmi les échanges avec ces chefs d'État-là, où, comme tu le disais bien, il y aurait peut-être un redimensionnement de cette force en attente-là, ou, comme tu l'as dit, à lui donner un autre nom carrément, puisque
effectivement, nos frères de l'AES ne sont plus dans la CEDEAO, mais comme tu l'as également évoqué, c'est parce que nous ne sommes pas dans la CEDEAO qui ne sont pas nos frères ou qui ne font pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, dans ces échanges-là, forcément, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des échanges avec ces chefs d'État où on pourrait parler d'une réactivation, d'une autre force quelconque pour que nos frontières soient mieux sécurisées et que ces terroristes dont nous parlons actuellement soient peut-être bloqués pour ne pas qu'ils intègrent ou bien ils interfèrent effectivement au niveau des frontières de ces différents pays-là? Oui, lorsqu'on parle déjà d'accord de défense, ça sous-entend beaucoup de choses. Parce qu'un accord pour défendre l'ensemble de ces pays intègre que chaque pays apporte son expertise, apporte son technème, afin que dans la mutualisation de ces efforts, qu'on puisse triompher du terrorisme et de l'insécurité. Donc, je pense que cette force en attente, peut-être que le sujet a été évoqué, même si ce n'est pas sous la forme de la force en attente, je suis convaincu que lorsqu'on parle d'accord de défense, lorsqu'on parle d'échange en termes de renseignement et d'information, forcément, il y a déjà là plus que des muscles qui se mettent ensemble. Il y a plus que des armes qui se mettent ensemble, mais il y a des âmes qui se mettent ensemble. Et vous savez très bien que nos populations, à la base, ne se retrouvent pas dans les divergences de nos chefs, mais les populations, à la base, réclament la CEDEAO des peuples et les populations du côté de l'AES également réclament l'AES des peuples. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, il faut bien que la collaboration entre différents pays et entre différentes populations puisse être maintenue. Donc, moi, je pense, pour répondre à votre préoccupation, que cette force-là, forcément, les chefs d'État l'ont évoqué, mais lorsque vous appartenez à des alliances, lorsque vous appartenez à une communauté, il ne revient pas à une personnalité ex nihilo de prendre cette responsabilité-là. Il faut bien qu'au niveau de l'AES, on puisse se retrouver pour analyser ces propositions, qu'au niveau de la CEDEAO également, qu'on se retrouve, ça peut être des sessions ordinaires ou extraordinaires, peu importe, qu'on se retrouve pour travailler sur ces propositions et maintenant que des deux côtés, qu'on se rencontre pour pouvoir trouver le modus vivendi afin que tout se passe pour le mieux. Alors, ce silence dont tu viens d'évoquer, est-ce que ce n'est peut-être pas ça qui justifie ce silence que nous observons actuellement? Cette concertation peut-être qui devait y avoir entre le président, entre les différentes confédérations, je parle de l'AES et peut-être la CEDEAO, ce n'est peut-être pas, comment dirais-je, cette concertation qui suscite un peu ce silence que nous observons dans le cadre des échanges avec le Niger? Beaucoup de Béninois a raison. On pensait que l'ouverture de la frontière se ferait comme avec un coup de bâton magique. J'ai dit à vos confrères d'une chaîne à Cotonou il y a 2 semaines qui m'avaient interviewé à ce sujet-là que c'est vrai, l'espoir est permis, mais que ça ne va pas venir aussi vite qu'on le souhaite. Parce que, justement, il y a des récriminations qui ont été portées par l'un ou l'autre des pays, et ces récriminations-là restent têtues et présentes. Alors, il faut travailler, il faut prendre le temps, d'accord, de travailler à aplanir ces divergences-là. Je suis convaincu, oui, il y a silence, mais autour de ce silence-là, il y a forcément des échanges, il y aura des concessions qui vont se faire, il y aura également forcément des sacrifices des deux côtés qui vont être accordés pour pouvoir permettre à ce que nos deux pays, sinon au-delà des deux pays, en tout cas, nos deux alliances, nos deux communautés puissent retrouver leur collaboration d'antan. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur BL TV et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je ne peux pas laisser partir mon invité sans lui poser cette dernière question. Alors, le président Romuald Wadani, tout à l'heure, on vient d'évoquer ses sorties dans plusieurs pays pour dire de plusieurs questions que nous venons d'évoquer. Alors, selon vous, en attendant, comment dirais-je, les résultats de ces sorties-là, quelle est selon vous l'autre priorité sur laquelle ou sur lesquelles le président devait encore mener une offensive pour le développement du Bénin?
Alors, pour le développement du Bénin, nous avons évoqué tout à l'heure l'aspect sécuritaire. Nous avons évoqué aussi l'économie. Vous savez que le Bénin est constitué essentiellement de jeunes aujourd'hui. En effet. La jeunesse, c'est d'abord l'emploi. Une jeunesse désœuvrée est une jeunesse manipulable. Une bombe à retardement, comme on le dit. Une bombe à retardement. Et je pense même que ces individus armés non identifiés dont nous parlons puisent au niveau de cette jeunesse-là. Parce que lorsqu'un jeune qui a des besoins à satisfaire n'est pas en mesure d'avoir ne serait-ce qu'une pièce le jour, ne serait-ce que pour la pitance quotidienne, ce jeune-là ou cette jeunesse-là est facilement manipulable. Donc, c'est sur ce levier-là il faudra agir. Agir pour faire en sorte que des programmes structurants soient élaborés, des programmes réalistes, pas des fanfaronnades, des choses qu'on entend à longueur de journée sur les ondes des radios et télévisions, mais des choses réalistes qui peuvent permettre aux jeunes d'être occupés. C'est ça. Un jeune occupé, c'est un jeune qui est à l'abri, d'accord, de la manipulation, à l'abri du banditisme, à l'abri des fléaux sociaux. Des vices, oui. Des vices, de façon générale. Donc, il faut agir sur ça parce que on vient de donner les résultats du baccalauréat. Vous avez vu les statistiques. Oui, je crois plus de 50 000. 50 000. Plus de 50 000. Oui. Des dizaines de milliers de jeunes vont encore envahir nos universités. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, nous avons eu les mêmes choses. Quel est le bilan qui est fait? Ces jeunes-là qui sont diplômés, quelle est la structure qui les emploie? Combien sortent diplôme, après le diplôme, combien sont embauchés? Absolument. Et tout. Absolument. Voilà des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, avec des besoins de plus en plus accrus, mais des moyens de moins en moins affirmés. Limités. Il y a un paradoxe à ce niveau-là. Donc je pense que le président Wadayi doit agir sur ce levier-là, faire en sorte que, bon, il ne peut pas satisfaire les besoins de tous les jeunes béninois où qui se trouvent, mais faire en sorte que dans 7 ans, à l'heure du bilan, qu'on puisse constater que de façon notable, des dizaines de milliers de jeunes ont trouvé à faire. Parce que lorsque vous trouvez à faire, vous êtes plus responsable, vous réfléchissez autrement, vous ne regardez pas les biens d'autrui, vous vous concentrez sur l'essentiel. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il doit travailler, trouver les moyens de créer des industries, des entreprises, occuper la jeunesse sainement, et faire en sorte que cette jeunesse-là puisse voir autrement le monde. Parce qu'on peut partir de Parakou, on peut partir de Ndali ou de Tchoumichoumi pour devenir, qui sait, un Elon Musk demain, pour avoir une grosse fortune et pour se faire remarquer sur le plan international. Je pense que c'est possible pour les jeunes béninois. Il faut y croire, mais il faut aussi avoir des possibilités, des canaux. Il faut avoir un éventail de propositions pour pouvoir saisir cette opportunité-là. Il faut agir dans ce sens-là pour que la jeunesse béninoise ne soit pas abandonnée et laissée à elle-même. Il faut agir dans cette dynamique pour que la jeunesse béninoise ne soit pas abandonnée à elle-même. Ce ne sont pas mes propos, c'est le propos de Richard Oké. Il est journaliste, analyste politique. Il était sur votre chaîne de télévision BLTV. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci à nos techniciens qui ont permis la réalisation de cette émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater.